Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue aux ateliers virtuels du Centre d'action bénévole d'Autrey. On vous présente, on a une invitée extraordinaire, Karine Saucier, éco-conseillère à la MRC de d'Autrey, qui va venir vous entretenir sur le compost, comment transformer ses déchets en trésors. Donc, on a tous bien hâte d'entendre ça. Alors, Karine, je vais te transférer les privilèges d'hôte pour cette rencontre. Donc, là, théoriquement, vous voyez le compostage domestique, le feuillisclage et l'herbicyclage ou comment transformer les déchets en matière précieuse. Compostage domestique, feuillisclage et herbicyclage, on va essayer d'expliquer un peu, en gros, ce que ça peut être, ces techniques-là de gestion des matières résiduelles sur place directement à la maison. Compostage domestique, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est une façon de transformer nos déchets alimentaires en matière première qui va servir d'engrais au jardin, qui va servir d'amendement pour le sol. En fait, qui va servir de matière première pour permettre de boucler la boucle et de faire pousser des végétaux qu'on veut pouvoir consommer ou qu'on peut vouloir contempler aussi parce que ça peut servir dans les plates-bandes, sur le gazon. En fait, c'est une façon surtout de réduire notre quantité de déchets qu'on envoie à l'enfouissement. Feuilliscyclage et herbicyclage, ça, je trouvais ça important quand même de l'aborder parce que c'est des matières qui, premièrement, ne devraient pas être considérées comme étant des déchets. C'est des matières qui est facile. Feuilliscyclage concerne les feuilles et l'herbicyclage concerne les rognures de gazon, l'herbe en fait, que l'on peut vouloir tondre. C'est des matières qui est facile de gérer à la maison et ce pas des matières qui peuvent causer des problèmes de santé publique. Donc, ça ne devrait jamais se retrouver à l'enfouissement où on ne devrait jamais avoir à transporter ces matières-là à un autre endroit pour en faire quelque chose. Donc, pourquoi on peut vouloir composter ou gérer les feuilles à la maison ou gérer les rognures de gazon à la maison? Premièrement, pour réduire la quantité d'ordures qu'on produit. Pour réduire la quantité d'ordures, mais ensuite, surtout pour réduire la quantité de lixiviats et de gaz à effet de serre produits. Je vous explique ce qui se passe dans le processus de décomposition quand on envoie ces matières-là, les restants de table, les feuilles et le gazon, aux ordures. Donc, on s'en va là. Lorsque les matières compostables végétales se retrouvent au site d'enfouissement, ils sont enfouis pêle-mêle avec tout le reste des choses qu'on peut mettre aux ordures, que ce soit des métaux, que ce soit des produits plus ou moins toxiques pour l'environnement. Tout ça est enfoui pêle-mêle dans un trou et ça, c'est recouvert. C'est recouvert pour que ça puisse se décomposer en absence d'oxygène. Ce qui est important de retenir dans le processus d'enfouissement des déchets, c'est l'absence d'oxygène parce que c'est la différence avec le compostage. La grosse différence, en fait, côté matière organique, avec le compostage, c'est que le compostage se produit en présence d'oxygène. Ce qui se passe quand ces matières-là, ces matières organiques-là sont enfouies, c'est qu'elles vont se décomposer sans oxygène. Ce qui fait qu'il va se créer des gaz. Les bactéries qui décomposent ces matières-là ne sont pas les mêmes que dans le processus de décomposition. Les bactéries qui vont décomposer ça, c'est des bactéries qui sont méthanogènes. C'est des bactéries qui vont avoir la capacité de produire du méthane en mangeant les matières organiques. Méthane, qui est un gaz à effet de serre qui est à peu près 20 fois plus puissant que le gaz carbonique, que le CO2, qui sert de référence pour le gaz à effet de serre. Donc, quand nos restants de table se décomposent en absence d'oxygène, il y a du gaz carbonique, il y a du méthane qui est produit, gaz à effet de serre important. Et au-delà de ça, les matières organiques sont très riches en eau. Donc, il y a une espèce de jus de vidange qui se produit aussi. Ce jus-là est toxique. Donc, ce jus-là doit être récupéré pour éviter qu'il pollue la nappe phréatique. Il doit être récupéré et il doit être traité, ce qui entraîne des coûts énormes et ce qui peut aussi entraîner, si ce liquide-là n'est pas récupéré, ça peut entraîner une contamination des eaux aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de détourner de l'enfouissement les matières qui est possible de composter.
Donc, finalement, pourquoi on veut vouloir composter? Pourquoi on veut vouloir gérer le gazon et les feuilles à la maison? Bien, pour obtenir un engrais naturel, un amendement pour le sol, pour valoriser ça en faisant pousser des plantes, en faisant pousser du gazon, des fruits, des légumes. Comment se fait le compostage domestique? En fait, c'est quelque chose qui est extrêmement simple. C'est la façon naturelle des aliments, des restants de table de se décomposer. C'est une décomposition en présence d'oxygène. C'est le même principe de prendre un quart de pomme, le lancer dans la pelouse, puis attendre qu'il se décompose là. En fait, il va se décomposer tout seul, puis il va juste enrichir le sol. Comment on débute son compost? En fait, je vais vous parler de l'emplacement pour commencer. À quel endroit on peut mettre un composteur domestique ou un tas de compost? Premièrement, on essaie d'éviter les endroits qui sont une espèce de cuvette. Des cuvettes naturelles, des endroits où l'eau va s'accumuler au sol. On essaie d'éviter ça parce que ce qu'on veut, c'est que les matières se décomposent en présence d'oxygène. Et quand les matières se retrouvent dans l'eau, c'est beaucoup plus difficile de trouver un accès à l'oxygène pour être capable de décomposer ces matières-là. Donc, on évite les cuvettes naturelles. On évite de le placer loin de la maison aussi, parce que quand on le place loin de la maison, l'humain étant ce qu'il est, moi la première, moi l'hiver, si j'ai à pelleter pendant 3 heures pour atteindre mon temps de compost, bien, je vais être la première à ne pas vouloir y aller. Hein? Et ça, je ne vous parle pas de mon conjoint qui n'irait pas plus, sinon moins que moi, aller porter le compost si on avait à pelleter pendant 3 heures pour l'atteindre. Donc, l'emplacement idéal pour un compost, c'est un endroit qui est pas très loin de la maison, pas très loin des endroits qui sont accessibles autant été que l'hiver, et un endroit qui peut être aussi à l'abri du soleil direct, un endroit qui est plus à l'ombre, en fait, pour être capable de garder une certaine humidité dans ces matières-là aussi, parce que si le soleil tape directement sur le tas de compost, il va avoir tendance à s'assécher un peu. Donc, si vous êtes capable de le mettre un petit peu à l'ombre, pas très loin de la maison, relativement accessible, dans un endroit où ça peut être près du jardin aussi, ça va être l'idéal comme emplacement. Comment on fait pour commencer un compost? Comment on prépare le terrain pour recevoir soit un composteur, soit juste un tas de compost comme ça? En fait, premièrement, ce qu'on peut faire, c'est si on a un sol qui n'est pas bien drainé, un sol qui est plus argileux, comme je ne sais pas si vous en par chez vous, là, mais je sais qu'à Saint-Barthélemy, les sols sont très argileux. Les sols argileux, idéalement, là, on creuse un petit peu. On creuse sur une profondeur d'à peu près un demi-pied pour être capable de donner de l'espace au compost. Pour, suite à ça, faire une espèce de petit lit de brindille pour laisser le surplus d'eau s'égoutter sur le sol, dans le sol, en fait. On fait un petit lit de brindille dans le trou qu'on a pré-creusé. On s'entend que là, je vous parle de sol bien drainé. Si vous avez un sol qui est sableux, ce n'est pas nécessaire de creuser comme ça et de faire un lit de brindille parce que le sol sableux va absorber l'eau en surplus des aliments. Ça, pour les sols argileux, on fait un petit lit de brindille comme ça pour permettre aux matières qui sont plus gorgées d'eau de s'égoutter en se décomposant. Et suite à ça, on peut installer notre composteur domestique directement sur le petit lit de brindille qu'on vient de faire. La recette du succès pour un compost qui va être bien réussi et qui va composter plus rapidement, c'est 2 parts de brun pour 1 part de vert. Là, on va déterminer ce que c'est du brun et du vert. Si vous avez quelque chose à retenir dans le compostage domestique, c'est brun, brun, vert, brun, brun, vert, brun, vert, brun, vert, brun, brun, vert, brun, brun, vert, brun, vert. Ça... Donc, c'est quoi du brun? Du brun, c'est des matières qui sont sèches, en fait. C'est des matières qui sont riches en carbone. Matière sèche, c'est à quoi ça va servir dans un compost? En fait, c'est à absorber toutes les odeurs que les matières vertes peuvent dégager. Quand on parle de brun, on parle de feuilles mortes. Je vous dirais, c'est la matière riche en carbone la plus abondante à l'automne. À l'automne, on a toujours beaucoup de feuilles qui se retrouvent sur nos terrains. Et c'est des matières qui sont faciles
sont faciles à accumuler pendant la saison automnale, puis on peut en garder pour toute la saison estivale. Donc, ce qu'on peut faire pour être capable de garder ces matières-là pour les utiliser pendant la saison estivale où elles sont peu abondantes, il y a moyen de se faire des petites réserves. On peut on peut mettre les feuilles en sac, les ensacher, puis les garder au garage, en un habit tempo, quelque part, à l'abri des intempéries, idéalement. Mais quand c'est en sac, c'est pas dramatique, là. On peut les garder à part. On peut les mettre dans une... Moi, chez nous, comme ici, on voit, j'ai une vieille poubelle dans laquelle je peux mettre mes matières sèches, mes matières carbonées, mon brun. Je mets mon brun dans une poubelle, je conserve ça et je m'en sers au compost pour l'abrier quand je trouve que je mets beaucoup de matière verte. Sinon, il y en a qui font des arrangements plus cute que les miens. Il y a des belles boîtes en bois que j'ai déjà vues chez des citoyens qui sont magnifiques et qui servent à garder la matière sèche pour être capable de répondre aux besoins du compost pendant la période estivale. Dans les autres types de matières sèches qu'on peut avoir, on peut, là, je pense à toi, Suzanne, on peut avoir de la paille. La paille peut être utilisée comme matière sèche au compost. La paille va absorber les odeurs aussi. Une des problématiques avec la paille, quand elle n'est pas hachée, en fait, c'est que pour retourner, pour aller chercher cette matière-là, la paille va prendre plus de temps à se décomposer que les feuilles mortes, en fait. Donc, on va se retrouver à forcer un petit peu plus pour avoir accès à notre compost. On va avoir de la paille qui ne sera pas décomposée, ce qui n'est vraiment pas dramatique non plus parce que quand on va pouvoir utiliser le compost par la suite, la paille va finir par se décomposer dans le sol, puis il n'y aura aucun problème. De la paille, tout ce qui est papier journal aussi peut être utilisé comme matière sèche au compost. Puis, tout ce qui est marque de café, ce qui est pain, ce qui est pâte, c'est aussi des matières qui sont riches en carbone. Donc, côté brun, est-ce que... Oui, Christian, tu as une question. Karine, est-ce que de mettre beaucoup de feuilles dans ton compost, est-ce que ça va le rendre acide? En fait, c'est pas les feuilles, pas tant. Je dirais ce qui va acidifier un compost, c'est surtout quand on a des résineux, quand on a des aiguilles de pin. Aiguilles de pin va rendre un compost beaucoup plus acide. Sinon, tout ce qui est agrumes, si on est des extrêmement gros mangeurs d'agrumes, ça peut acidifier ton compost aussi. Par contre, l'idéal, ce qui va bien se décomposer côté feuilles, ça va être des feuilles qui sont des feuilles qui sont plus minces. Parce qu'il y a des feuilles qui ont beaucoup de tanins qui vont se décomposer beaucoup plus lentement. Comme les feuilles de chêne, feuilles de hêtre. Ça va prendre du temps avant de se décomposer. Feuilles d'érable, moi, je trouve que les feuilles d'érable, c'est vraiment l'idéal pour le compost. Puis, c'est pas quelque chose qui va acidifier énormément le compost. Les aiguilles de pin, de la ripe de bois, j'avais oublié de le mentionner, dans les matières carbonées, dans le brun qui peut être utilisé pour le compost, la ripe de bois peut être utilisée aussi. Si on utilise la ripe faite à base de résineux, de pin, de sapin, d'épinette, ça va avoir tendance à acidifier un petit peu le compost aussi. Ce qui n'est pas extrêmement dramatique quand même. Hein. Il y a certaines écoles de pensée qui disent qu'on ne doit pas mettre d'agrumes au compost, on ne doit pas mettre d'aiguilles de pin au compost. Tout est une question d'équilibre en fait. Moi, je pense que tout peut se composter sans problème. Le fait que le compost soit un petit peu plus acide, c'est juste que ça va composter un petit peu plus lentement aussi. Mais dans l'optique de juste réduire sa quantité de déchets, c'est pas quelque chose qui est problématique, en fait, que de vouloir composter des aiguilles de pin, des aiguilles de mélèze, d'épinette, ce que vous voulez. Ça acidifie un petit peu, ça se composte plus lentement, mais ça fournit quand même un amendement pour le sol qui est adéquat. C'est pas quelque chose qui est dramatique. Et moi, côté acidité au compost, les feuilles, c'est pas quelque chose qui me fait peur du tout pour répondre à ta question, Christian. Merci. Karine? Oui? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quelle illustration là, entre le papier puis le pain? C'est quoi? C'est du gazon séché. Merci, j'aurais oublié d'en parler. En fait, le gazon
C'est quelque chose qui est particulier. Et c'est le meilleur exemple pour se rappeler c'est quoi du brun puis c'est quoi du vert. Okay? Là, ici, j'ai pris la peine de prendre du gazon qui est séché. Parce que le gazon, quand il est séché, mettons qu'on tond son gazon, qu'on laisse le gazon sur le sol pendant quelques jours pour qu'il sèche, c'est de la matière brune, c'est de la matière qui est riche en carbone. Cependant, et là, j'avance pour pouvoir continuer à répondre à la question, le vert, et là, je vous amène ici. Le gazon, vous voyez mon curseur, hein, quand je vois, ça, c'est pour illustrer du gazon, mais du gazon qui est vert, du gazon qui n'est pas séché. Quand le gazon n'est pas séché, il agit dans le compost comme étant une part de vert et non une part de brun. Donc, en séchant, le gazon va perdre son azote et il va garder exclusivement son carbone. Tandis que quand le gazon est vert, qui n'est pas séché encore, qui n'a pas passé 2 jours au sol à sécher au soleil, il va agir comme part de verre dans le compost. Donc, gazon séché, qui a plus un visuel brunâtre, va agir à titre de brun, tandis que le gazon qui n'est pas séché, le gazon qui est frais, va agir à titre de vert. Pour se rappeler, c'est quoi du brun puis du vert? Pour se rappeler que les matières sèches, c'est le brun, pensez au gazon. Le gazon qui sèche va être plus brun, tandis que le gazon frais va être plus vert. C'est le meilleur exemple. Merci beaucoup, Francine, de me rappeler de parler de ça. Donc, matière verte, c'est toutes les matières qui sont humides, en fait. Les matières qui sont riches en azote, les matières, toutes les restants de table ou à peu près, ça entre dans le vert. Là, je ne sais pas si vous avez remarqué dans ce que je vous montre comme image de matière qu'on peut composter, de ce qu'on voit, là, si on nommait la petite grenouille ici, là, je ne voulais pas dire qu'on pouvait composter les grenouilles, c'était plus les lentilles d'eau qu'avec la grenouille que je voulais vous dire qu'on pouvait composter. C'est presque exclusivement du végétal, ce que je vous montre. En fait, il y a une raison pour ça, c'est que pour que ce soit facile de composter à la maison, pour ne pas avoir des désagréments lorsqu'on composte à la maison, il est préférable de composter seulement des matières végétales. Donc, si on a un régime qui est végétarien ou vegan, c'est parfait, on peut tout composter. C'est merveilleux. Par contre, si on a un régime qui est plus carnivore, je vois Christian qui sourit. Si on a un régime qui est plus carnivore, on essaie d'éviter de mettre des restants de viande quand on coupe notre steak. On essaie d'éviter de mettre le gras animal dans le compost. Les raisons pour lesquelles on essaie d'éviter ça, c'est surtout pour ne pas attirer toutes les petites bêtes des environs qui vont vouloir aller se nourrir dans le compost. On s'entend, raton laveur qui va sentir une odeur de viande en décomposition, il va avoir tendance à vouloir aller se nourrir dans notre beau tas de compost qu'on va avoir fait presque exclusivement pour lui. Les ratons laveurs ne seront pas attirés tant que ça par tout ce qui est végétal parce que les végétaux qui se décomposent ne dégageront pas autant d'odeur que les animaux qui vont se décomposer, en fait. C'est toujours une question d'odeur et d'accessibilité au compost qui va faire en sorte qu'on va avoir de la facilité ou qu'on va avoir des petites problématiques à composter. En compostant exclusivement du végétal, on va avoir beaucoup moins d'odeur et les chats des environs vont être moins tentés d'y aller aussi. Pour ceux qui sont en milieu plus urbain, des fois, ce n'est pas des ratons laveurs qu'on va avoir, mais c'est les chats des environs qui vont vouloir aller jouer là-dedans et qui vont vouloir aller marquer leur territoire comme quoi ça, c'est leur nourriture à eux. Donc, si on ne veut pas avoir des chats qui vont faire leur territoire un petit peu partout, on est mieux d'éviter de composter des restants de viande au compost. Je vais vous revenir un petit peu plus tard dans une prochaine diapo sur les odeurs, comment éviter d'avoir des odeurs au compost. Petit truc pour bien gérer le compost, j'aime bien en parler aussi. Ça, ici, c'est notre bac de cuisine qu'on a ici au bureau, parce qu'au bureau, on fait du compostage domestique. Et
Bac de cuisine, on le met à un endroit qui est facile d'accès lorsqu'on cuisine ou lorsqu'on mange. Nous, il est dans la salle à dîner parce qu'on arrive tous avec nos lunchs. Et quand on a des restants ou qu'on retrouve des surprises dans le frigo, ce qui arrive, on met les restants de table ainsi que le marc de café. Je ne sais pas si vous voyez, là, c'est un compost de bureau. Hein? On voit que ça a une très grande concentration en marc de café. Ici, une fois que le bac est plein, une fois que le bac de cuisine est plein, on s'en va le vider directement au composteur domestique. Et après coup, pour éviter d'avoir des odeurs partout dans la salle à manger, on peut rincer le bac de cuisine, on peut le laver, on peut le passer au lave-vaisselle aussi, des fois ça y fait du bien. Pour éviter d'avoir des problématiques à l'intérieur et éviter d'avoir des petites mouches à fruits aussi. C'est quelque chose qui peut arriver avec un compost à l'intérieur. Donc, voilà 2 paires de brun, donc 2 paires de matière sèche pour chaque paire de verre pour des matières plus humides dans le composteur domestique. L'aération. Là, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah ouais, là, moi j'aimerais bien ça, compostage domestique, mais je ne veux pas être poignée pour brasser ça tout le temps et c'est forçant, j'aime pas ça, le composteur n'est pas adapté pour être capable de brasser, rentrer la pelle dedans. » Moi, je vous dirais, l'aération, oui, ça va faire que le compost va être actif plus rapidement, il va se composter plus vite. Par contre, si on n'est pas pressé, si on n'a pas envie d'avoir un compost très efficace très rapidement, si principalement on fait du compostage domestique pour être capable de réduire sa quantité de déchets produits, c'est même pas nécessaire d'aérer. C'est même pas nécessaire d'aérer, on peut juste le laisser faire la nature, ça va se décomposer tout seul, puis au bout d'un certain temps, au bout d'1 an, de 2 ans, moi, chez moi, j'attends 2 ans avant d'utiliser mon compost parce que je suis paresseuse un peu et je ne le brasse pas. Mais au bout de 2 ans, on peut avoir un compost d'excellente qualité qui va faire la job au jardin et qui va apporter un amendement pour le sol, qui va enrichir le sol ou éventuellement, je vais faire pousser mes légumes. Il y a moyen d'avoir quelques outils qui vont faciliter l'aération. Si on veut avoir un compost qui composte rapidement et qui va bien, on peut avoir des outils qui nous aident pour faciliter l'aération sans avoir à tout retourner. En fait, l'idée de retourner au complet en compost, c'est pas nécessairement bon parce que c'est une espèce de petit micro-écosystème qui se produit dans notre composteur ou dans notre top compost, qui fait qu'on a des micro-organismes qui vont s'installer là où ils sont bien. Il y en a qui sont mieux au centre, où il fait plus chaud. Il y en a qui sont mieux à l'extérieur, où il fait moins chaud. Ce qui fait que si on brasse le compost trop en profondeur, on va déstabiliser ces organismes-là, puis ils ne seront plus à l'endroit où ils sont bien habituellement pour décomposer les matières. Ce qui fait que tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de faire des trous dans le compost. On peut prendre, ça ici, ce qu'on voit, c'est une espèce de canne avec des ailettes qui vont s'ouvrir. On pique dans le tas de compost, on fait juste ressortir. Ce qu'on peut prendre, si vous avez des bâtons de ski de fond, vous avez juste à enlever la petite soucoupe au fond et juste faire des trous dans votre compost. Quand vous passez à côté ou avec une fourche, ou si on voit une fourche ici, vous pouvez faire des trous avec votre fourche dans le compost et c'est amplement pour donner l'oxygène nécessaire à la décomposition de ces matières-là. C'est pas quelque chose qui est nécessaire de brasser le compost et au-delà de ça, c'est pas quelque chose qui va aider tant ça votre compost que de le brasser au complet de façon très, très intense. Juste de faire des petits trous dedans, ça va lui donner l'air, l'oxygène dont il a besoin, dont les micro-organismes ont besoin pour être capables de décomposer ces matières-là. Mais comme je vous dis, si vous n'êtes pas pressé, laissez faire la nature. Vous allez juste attendre un petit peu plus longtemps avant d'avoir un compost que vous allez pouvoir utiliser, mais il va être d'aussi bonne qualité, sans problème. Là, on va parler des problèmes et des solutions. Là, je vous disais tantôt qu'on reviendrait sur les odeurs. Je vous disais que les odeurs, c'est ça qui avait tendance à attirer les petites bêtes des environs, que ce soit les ratons laveurs, que ce soit les chats des environs qui vont vouloir aller s'alimenter dans votre compost. En fait, pour éviter d'avoir des odeurs, ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut mettre des matières sèches par-dessus les matières humides. Les matières sèches, comme je vous disais tantôt, comme les feuilles mortes, c'est
les matières qui vont absorber les odeurs. Un petit truc, à chaque fois que vous allez vider votre bac de cuisine, qui va être majoritairement rempli de matière humide, de matière verte, à toutes les fois que vous allez vider votre bac de cuisine dans votre composteur ou sur votre tas de compost, abriez ça avec des feuilles mortes, abriez ça avec de la ripe de bois, abriez ça avec du gazon séché. Comme ça absorbe les odeurs. Un peu comme le même principe des trucs que je donne quand je donne des séances d'information sur le bac brun, en fait. Le truc, on recouvre pour plus voir les restants de table avec de la matière sèche. Puis comme ça, de cette façon-là, vous n'aurez pas de problématique d'odeur dans votre composteur domestique. Ici, autre petite problématique, raton laveur, comme on parlait tantôt. Et ici, c'est ça. Ça, ma grand-mère appelait ça des mouches à verre. Quand j'étais petite, j'ai jamais compris si elle parlait de la couleur verte, des mouches à verre, V-A-R-T, ou des mouches à verre, V-A-R-S. Ah non. Quand j'étais petite, ça a marqué mon imagination. Des mouches à verre, hein, voilà. Qu'est-ce qui va attirer ces pestes-là, les petits ratons et les mouches qui vont décomposer, en fait? C'est les odeurs aussi. Si le compost ne dégage pas d'odeur, on n'aura pas de problématique d'animaux sauvages qui vont vouloir aller s'alimenter, ou presque. Je vois Christian qui n'est pas certain. On aura ou presque, évidemment, parce que ce qui est important de se rappeler avec les animaux sauvages comme les ratons laveurs, c'est brillant un raton laveur, hein? Mais c'est un animal qui va avoir tendance à développer des habitudes, en fait. S'il est capable d'avoir accès à de la nourriture facilement, à un endroit X, il va retourner à cet endroit-là. Donc, s'il est capable de s'alimenter dans votre compost une première fois, il va vouloir y retourner. L'idéal, c'est de ne pas l'attirer une première fois. Parce que après ça se peut que vous ayez besoin de quelqu'un qui vienne vous débarrasser d'un petit raton qui va avoir tendance à venir s'alimenter. L'idéal, on essaie le plus possible de ne pas avoir d'odeur au compostage domestique en abriant toujours avec des matières sèches, nos matières humides, et en évitant de mettre des matières d'origine animale aussi dans notre compost, les matières d'origine animale qui vont avoir tendance à dégager beaucoup plus d'odeur qu'un cœur de pomme ou qu'une plure de banane. Ensuite, autre petite problématique, là, ce qu'on voit ici, vous les avez sûrement jamais vus de cet œil-là. En fait, c'est des mouches à fruits, les drosophiles qu'on voit. C'est une problématique qui est différente des mouches qui vont décomposer. En fait, les mouches à fruits, ce qui va les intéresser, c'est les odeurs de sucre en fermentation, les odeurs de tout le monde pendant l'été à la maison. On a déjà eu au moins une fois dans notre vie des mouches à fruits à la maison, hein, soit parce qu'on avait oublié une banane sur le comptoir ou soit parce qu'on avait oublié un fond de bouteille de vin sur le comptoir après une soirée trop arrosée. Hein. Ce qui est intéressant pour les mouches à fruits, c'est tout ce qui est fermentation, tout ce qui est sucre qui va se transformer en alcool. Donc, le truc pour éviter d'avoir des petites mouches à fruits qui vont se développer dans le compost, comme c'est exclusivement ou presque des matières d'origine végétale qui vont avoir tendance à fermenter, qu'il va y avoir dans notre compost, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme truc pour éviter d'avoir des mouches à fruits, pour éviter que ces matières-là dégagent les odeurs de fermentation? Est-ce quelqu'un qui a une idée? On essaye d'abrier nos restants de table avec de la matière sèche. En fait, s'il y a un truc comme je vous disais quand je vous expliquais ce que c'était le brun, en fait, s'il y a un truc que vous avez à retenir, c'est abrier vos restants de table avec de la matière sèche. Ça va vous éviter à peu près tous les problèmes du monde. Ou presque. Mouches à fruits, c'est les odeurs de sucre. Les autres, c'est les odeurs surtout de viande. Et s'il y a moyen d'éviter aussi de mettre tout ce qui est huileux, tout ce qui est gras, ça va vous aider aussi à éviter d'avoir des problématiques avec votre compost. Il ne dégagera pas d'odeur, il va composter adéquatement, puis vous n'aurez pas de visiteurs à votre compost, dans votre compost. Donc, relativement simple, il suffit de penser, il suffit de rendre ça accessible un peu partout. Si vous êtes au jardin, vos mauvaises herbes, vous pouvez mettre ça dans votre compost aussi.
c'est sûr que si vous ne voulez pas avoir de problématiques de graines qui vont germer dans votre compost, essayez de le laisser soit vieillir plus longtemps, soit deux, ne pas mettre de plantes en graines dans votre compostage domestique parce que les graines ne seront pas détruites avant un certain temps dans votre compost. C'est souvent un compost qui est à la maison ne chauffera pas assez pour être capable de détruire le potentiel germinatif des graines que vous allez récolter au jardin. Mais en le laissant vieillir plus longtemps, mettons, vous avez assurément déjà vu ça, des graines de courge qui laissent dans un compost. Moi, je trouve ça le fun. Moi, je trouve ça le fun d'avoir des courges qui poussent dans mon compost. Mais c'est pas nécessairement ça qu'on veut quand on l'utilise au jardin. Le truc pour ça, c'est laissez-le vieillir plus longtemps, votre compost. Comme ça, les graines vont dépasser leur stade de germination. Puis, revirez-le. Revirez-le votre compost. Comme ça, pendant qu'il vieillit, de cette façon-là, les graines vont soit germer un peu, vous allez éteindre ce potentiel-là, puis vous allez pouvoir utiliser votre compost quelques temps après, sans problème. Oui, Suzanne? Les graines qui poussent dans le compost, on peut les prendre? Les plants, je veux dire, qui vont avoir germé. Oui. Est-ce qu'on peut les prendre et les mettre dans le jardin? Moi, je le fais avec tout ce qui est tomate, je le fais. Tout ce qui est tomate, des fois, quand j'en ai là, qui n'ont pas été enterrés comme il faut, que j'ai pas mis assez de brun, que ça peut être fait, ce qui est tomate, je le fais. Ce qui est courge, je le fais aussi. Par contre, ce qui est courge, souvent, c'est des hybrides qui vont être faits parce que des fois, j'ai des courges butternut qui vont avoir poussé là, j'ai des courges spaghetti qui vont avoir poussé là, ce qui fait que ça se peut que la pollinisation se soit croisée puis qu'on se retrouve avec des courges particulières, des courges bizarres. Je trouve ça intéressant, mais des fois, côté gustatif, c'est moyen. Mais, mais c'est pas quelque chose qui est dramatique. Moi, je les garde toujours. Puis, j'y vais en fonction de ce que ça goûte pour dire, OK, ben je la garde ou celle-là, ben non, elle est juste cute, puis elle pousse là, puis c'est correct. OK. Fait que, oui, il y a moyen de les garder, ces plants-là qui vont lever dans le compost. C'est ça. À savoir si ça va être les meilleurs au monde. Mais moi, je trouve ça toujours charmant. Puis je trouve ça, c'est de façon globale dans la vie, j'aime ça ce qui est différent, moi. Ce qui fait que de retrouver une courge butter qui ressemble à une butternut, mais que l'intérieur n'est pas de la même couleur, puis il n'y a pas la même texture, je trouve ça quand même intéressant. Je trouve ça intéressant. Puis, ça fait des courges que je mets dans des muffins au lieu de faire une courge farcie. C'est pas dramatique, c'est correct. Ça amène quand même des vitamines. C'est pas quelque chose qui est mauvais. Mais c'est sûr que si on a des courges décoratives, ça peut goûter pas mal ordinaire. Hein? Si ça s'est hybridé avec une courge qui est comestible et qu'on se dit qu'on va essayer de goûter. Là. Mais c'est à tester. Mais moi, je les ai toujours laissés pousser. J'ai jamais tué ces plants-là parce que je trouve ça le fun de les laisser pousser comme ça. OK. Quand récolter le compost, comment l'utiliser? Bon, quand récolter le compost, premièrement, le compost, ce qui est important de savoir, c'est que pour pouvoir être utilisé, il faut que ça ait l'air d'une espèce de terre noire. Je ne sais pas s'il y en a entre vous qui ont déjà vu des distributions de compost qui sont organisées par les différentes municipalités. Ça a vraiment l'air d'être de la terre noire au point où les gens, s'ils ne sont pas avertis, souvent vont s'en servir comme terre noire. Mais ce n'est pas de la terre noire. Hein? C'est l'équivalent d'un engrais. C'est comme si on faisait pousser nos plantes directement dans l'engrais. Faut que ça ait la texture d'une terre noire. Faut que ça ait aussi la texture un peu comme de la terre mouillée pour être capable de la récolter. L'idéal pour quand on a un composteur comme celui qui est sur l'image, quand on a un composteur qui a l'air d'un gros casque de Darth Vader, en fait, là, pour être capable de récolter le compost qui est à l'intérieur de notre composteur, moi, je considère que la meilleure façon, c'est d'enlever complètement le composteur et de regarder les matières qu'il y a là. Évidemment, ce qui est sur le dessus du composteur, ça va être les matières que ça ne fera pas si longtemps qu'on va avoir mis dedans. Ce qui fait qu'on peut les tasser et prendre toute la matière qu'il y a dessous, qui va être beaucoup plus compostée, qui va avoir atteint une plus grande maturité. Donc, on enlève le composteur, on enlève ce qu'il y a sur le dessus, qu'on peut remettre au composteur éventuellement,
quand on va replacer notre composteur. Et on peut ramasser tout ce qui a de l'air d'être de la terre noire en dessous des nouvelles matières du composteur. Ce qu'il y a possibilité de faire aussi, ça ici, j'ai mis une petite image de tamis parce qu'il y a des matières qui prennent plus de temps que d'autres à se décomposer. Si on prend par exemple, j'ai toujours l'image de Alice, ma fille avec qui j'étais au jardin, puis on prenait du compost pour aller alimenter le jardin. Là, maintenant, elle est rendue beaucoup plus grande, là, mais à l'époque, elle avait peut-être 5-6 ans. Et on prenait le compost, et elle dit « Karine, vous n'êtes pas prête, le compost! » Je dis « Pourquoi tu dis ça, Alice? » Elle a dit « Il y a une noix de coco encore dedans. » Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres à se décomposer, dont les noyaux, noix de coco. L'avocat, c'est très long, hein, je pense. Comment? Les avocats, les noyaux d'avocat. Oui. Oui, bien, plus c'est gros, plus c'est dur, plus c'est ligneux, en fait, plus ça va prendre du temps avant de se décomposer. Mais ça finit par se décomposer. Ça finit par se décomposer. Ça finit. Souvent, ce qui va arriver maintenant avec les noyaux d'avocat, c'est qu'ils vont germer. La pousse va mourir parce que ça ne sera pas dans un milieu qui va être adéquat pour que ça pousse. Ça prend quand même un milieu relativement contrôlé pour un avocat. Puis, suite à ça, le noyau va se séparer en deux, puis ça va avoir plus de facilité à se fragmenter. Plus c'est petit, plus ça va se décomposer rapidement parce que c'est question de ratio surface-volume. Plus tu es petit, plus tu as de l'espace pour que les petites bébites viennent te manger. C'est le même principe, en fait. Ce qu'on peut faire pour éviter d'avoir des noyaux qui vont se retrouver au jardin en même temps que le compost, on peut tamiser le compost aussi avec des tamis grossiers. Là, je les ai mis un petit peu petits, là, mes tamis, dans l'image que je vous ai mis là. Mais il y a moyen d'avoir un tamis qu'on peut se faire facilement avec du grillage à poule pour retenir les gros morceaux, les noyaux qui ne seront pas encore décomposés, qu'on peut remettre au compost aussi par la suite pour qu'ils continuent à se composter. Ça peut prendre quelques années, là, ma noix de coco qu'Alice avait trouvée à l'époque dans le composteur, ça faisait probablement déjà 2-3 ans qu'elle était là, puis elle était encore presque tout intact. On s'entend que ça va tout de même finir par se décomposer. Okay. C'est pas quelque chose qui va être rapide, mais c'est quelque chose qui va arriver éventuellement. C'est le même principe qu'une branche d'arbre qu'on va laisser au sol qui va finir par se décomposer, ne serait-ce que par l'action des fourmis charpentières qui vont aller s'en nourrir un peu, des insectes qui vont aller coloniser ça. Puis suite à ça, les plus petits morceaux, c'est les bactéries qui vont les attaquer et qui vont les décomposer. Tout est une question de temps. Mais toute matière organique finit toujours par se décomposer un jour ou l'autre. Okay. Qu'est-ce que ça apporte au sol comme avantage de mettre du compost dans une terre dans laquelle on va cultiver? En fait, ça apporte plusieurs avantages. Déjà, ça apporte les éléments nutritifs dont les plantes vont avoir besoin. On parle de NPK, là, de carbone. J'ai un blanc. Suzanne, aide-moi. NPK, azote, phosphore, potassium. Voilà. Oui, c'est ça. Ça va apporter ça au sol, mais ça n'apportera pas que ça parce que c'est pas considéré comme étant un engrais, mais c'est considéré comme étant un amendement pour le sol du compost. Ça va aussi apporter une structure au sol. Ça va aussi avoir l'effet de tampon sur le pH. L'effet buffer qu'on veut avoir. Parce qu'un sol acide dans lequel tu vas mettre un compost va régulariser le pH du sol aussi. Souvent, on peut faire des tests de pH au sol pour voir quel type de plante on peut planter là et tout. Le fait d'ajouter du compost au sol va avoir l'effet de tampon, ce qui fait que ça va, au lieu d'avoir un pH qui va être très acide, ça va essayer de l'augmenter un peu pour avoir un pH qui se rapproche plus de la neutralité. Puis, ça va faire que le sol va être moins susceptible à l'acidité, le fait d'apporter régulièrement un compost dans un sol. Là, c'est la première fois que je l'explique en présentation, qu'est-ce que cette diapo-là, là, comment récolter, qu'est-ce que ça apporte au sol. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair pour vous. C'est clair. Moi, j'ai une question. Oui, Julie. C'est quoi la fréquence du compost? Mettons, quand tu fais ton jardin, tu en mets au début, mais est-ce que tu en rajoutes après? C'est quoi la fréquence? En fait,
tout dépendant de comment on prépare notre jardin. L'idéal, en fait, c'est même pas l'idéal. C'est en fonction je vous dirais en fonction du temps qu'on a, en fonction des moments de l'année. L'idéal pour apporter un compost, c'est au printemps. Moi, je considère que c'est comme ça que je préfère le faire. Parce qu'au printemps, j'ai toujours un petit peu plus de temps qu'à l'automne où je suis dans la période de récolte. Puis, l'automne, j'ai l'impression que la neige arrive toujours trop vite pour le jardin. On peut mettre du compost au printemps avant de planter, qu'on intègre au sol. Ou sinon, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut mettre du compost à l'automne après avoir récolté. Après avoir récolté, si on met le compost dans le jardin, qu'on mélange un peu, la terre va avoir le temps d'un petit peu plus assimiler les matières qui vont être là, ce qui fait que quand on va vouloir planter au printemps, le sol va déjà être tout prêt, tout pré-travaillé avec ce qu'on va avoir mis là. Donc, il y a moyen de mettre du compost au printemps ou à l'automne. Quand on a un composteur qui commence à être plein à l'automne, puis là, on se dit, OK, j'aurai plus de place pour l'hiver pour mettre mes matières au compost dans mon composteur. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prévider le composteur, mettre ça au jardin, laisser finir la décomposition directement au jardin du compost et continuer pendant l'hiver à mettre les restants de table directement dans le composteur domestique où on va avoir peut-être de la place en enlevant les matières qui vont déjà être précompostées. Bref, pour répondre à ta question, Julie, automne ou printemps pour le compost, c'est très efficace des deux façons. Moi, côté temps, je trouve que j'ai plus de temps au printemps pour faire ça. Mais pour les gens qui auraient du temps à l'automne, on peut mettre le compost au jardin à l'automne aussi, sans problème. Sans problème, et ça apporte les mêmes bénéfices. D'accord. Donc, voilà. Là, pouvoir tampon que ça apporte, côté variation du pH. Ensuite, ça apporte une structure au sol aussi. Un sol qui est plus sablonneux, si on lui ajoute du compost, ça va lui donner beaucoup plus de corps. Ça va permettre justement d'avoir un sol qui ne sera pas exclusivement sablonneux, mais ça va permettre d'avoir un sol qui va mieux se tenir puis qui va avoir une capacité de rétention de l'eau plus grande qu'un sol qui est juste du sable. Même principe, mais à l'inverse, quand on a un sol qui est argileux, si on lui ajoute du compost, ça va assouplir le sol un peu. Il va avoir moins tendance à se compacter. À se compacter puis à rester jamais puis pas laisser sortir les carottes qui sont pris là-dedans quand on a une sécheresse. Là. Bref, ça va aider la structure du sol. Peu importe le type de sol, c'est toujours bon de lui apporter un compost parce que ça va structurer. Contrairement à un engrais chimique qu'on ajouterait qui va apporter exclusivement ce qu'il y a dans l'engrais. Tandis qu'un compost va améliorer la structure, va améliorer le pH du sol. Bref, que des avantages apportés par le compost au sol. Évidemment, quand il est utilisé avec parcimonie puis qu'on n'utilise pas juste du compost. Parce que, encore une fois, je le rappelle, c'est pas une terre. C'est un amendement pour le sol. Donc, il faut en apporter une partie, mais ça prend un sol pour pouvoir mettre du compost dedans. On ne peut pas semer juste dans le compost. Je vous raconte une petite anecdote. Ces temps-ci, il y a quelques municipalités qui, suite à l'instauration de la 3e voie de collecte, ont décidé d'organiser des distributions de compost pour les citoyens. J'ai une municipalité qui a distribué une quantité énorme de compost à ses citoyens. Les citoyens sont arrivés et à coup de trailer, à coup de tracteur pour aller chercher le compost en se disant « je vais me faire des bacs à jardinage gigantesques juste avec du compost ». C'est vrai que ça ressemble à de la terre, mais ce n'est pas de la terre. On ne peut pas semer directement là-dedans. J'ai bien hâte de voir à quel point les plants vont être brûlés parce que trop de matière nutritive dedans. Mais bref, c'est pas de la terre, c'est du compost. Hein? Voilà. Okay. Dernier petit point que je veux aborder avec vous, quels sont les avantages de garder les feuilles chez soi et de garder
les rognures de gazon chez soi. En fait, comme je vous disais tantôt, gazon, feuilles mortes, ça peut être intégré au compost sans problème, sans problème, sans problème. Je vais juste aborder avec vous d'autres petites façons dont il serait possible de gérer ces matières-là directement chez soi. Je voulais vous montrer l'image ici qui provient de ça du jardinier paresseux que j'aime quand même bien parce que je trouve que juste le fait de jardiner et de conjuguer ensemble jardinier et paresseux, je trouve ça intéressant parce que oui, il y a moyen d'être paresseux en jardinant et d'avoir des résultats assez hallucinants, merci. Une matière abondante, les feuilles qu'on a chez soi peuvent être utilisées comme paillis au sol. Là, ici, c'est dans des plates-bandes. Par contre, c'est hyper intéressant d'intégrer ça au jardinage aussi. Côté jardin, pour ceux qui ont déjà fait un jardin, vous savez que le jardinage rime souvent avec des herbages, hein, parce qu'on a souvent des mauvaises herbes qui vont pousser à côté de nos petites carottes, à côté de nos plantes de tomates. Et si on veut que ce soit le plant de carotte ou le plant de tomate qui se développe, ben il faut qu'on désherbe ça. Un moyen de diminuer le temps de désherbage, c'est de mettre un paillis au sol. En fait, le paillis va empêcher les graines de germer, donc les mauvaises herbes, d'envahir le jardin. Un paillis qui est bien intéressant, évidemment, et qui est gratuit pour tout le monde qui a des arbres à la maison, c'est de prendre un paillis de feuilles mortes comme ça. Et au-delà de ça, le paillis de feuilles mortes va aider, à garder l'humidité au sol, ce qui fait que dans les temps de canicule, comme on peut potentiellement s'imaginer connaître aujourd'hui, demain, dans les temps de canicule, le sol va être capable de garder un plus haut taux d'humidité. Donc, on va diminuer les besoins en arrosage ici, en mettant un paillis au sol. En plus de diminuer l'incidence des mauvaises herbes dans le jardin. Ensuite de ça, tout ce qui est petites bêtes qui peuvent, que ce soit insectes, que ce soit petits îlots, tout ça, souris, qui peuvent aller vouloir gruger nos plantes qui commencent à sortir de terre. Le fait d'avoir un paillis aussi va faire que ça va être moins accessible. On voit souvent les vers blancs. Les vers blancs qui vont manger les racines de gazon, les gros vers, c'est des larves de hanneton, en fait, là, les larves de barbeau. Les larves de hanneton vont vouloir aller manger les racines, mais si le barbeau n'a pas d'endroit où le sol est accessible pour aller pondre, il n'y aura pas de tendance à vouloir aller là. Ce qui fait qu'on va protéger aussi notre jardin en mettant un paillis de feuilles mortes au sol, comme ça. Ensuite de ça, ici, c'est un tas de gazon que je vous ai mis. Aussi pour vous dire qu'il y a possibilité de juste mettre ces matières-là, que ce soit le gazon ou les feuilles mortes. Il y a moyen de les mettre en tas et de les faire composter à l'arrière du terrain. Et éventuellement, après quelques temps, d'utiliser ce compost-là pour fertiliser notre pelouse, nos plates-bandes, nos jardins ici. Puis, c'est une matière qui va être très riche si elle ne s'est pas toute décomposée, en fait, et que vous ne retrouvez plus votre tas de compost, de gazon et de feuilles mortes. Parce que quand même, on s'entend, une fois que l'eau est partie de ces matières-là, il ne reste plus grand-chose. Le compost, ça me fait penser de vous parler aussi, c'est pas... de composter à la maison, ça amène un compost qui est d'extrêmement bonne qualité, meilleur que n'importe quel compost que vous pouvez acheter dans un centre jardin. Par contre, c'est pas une panacée, c'est pas quelque chose qui est abondant. Souvent, on va avoir un composteur domestique, on va mettre des matières dedans, puis on va se rendre compte que, voyons donc, on fait juste en mettre, puis on dirait que ça augmente jamais, ça finit toujours par se décomposer. Il n'en reste plus beaucoup. C'est effectivement pas une panacée côté quantité, mais côté qualité du compost. Pour pouvoir l'utiliser, le compost que vous allez produire chez vous, pour pouvoir l'utiliser au jardin, vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre autant que le compost que vous allez acheter en centre jardin. Donc, dites-vous que côté quantité, on dirait que c'est pas énorme, mais le positif que ça va apporter à votre jardin, lui,
il est énorme, il est décuplé par rapport au compost que vous allez pouvoir acheter ou vous procurer en centre jardin en poche déjà. Donc, ça peut ressembler à ça. On peut y aller avec une période de questions. S'il y a des questions qui vous viennent que vous n'avez pas eu le temps de poser pendant la présentation, est-ce que ça vous convient comme façon de faire? Puis si jamais il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde plus en profondeur aussi, je suis ouverte. Allez-y, j'ai tout mon temps pour vous. Oui, Suzanne. Je ne suis pas directement dans le compost domestique, là, mais le bac brun, as-tu des nouvelles de mes sacs de soya? Puis, oui. Que moi, je prends des... As-tu eu des... Bien, ça va très bien jusqu'à maintenant. Ça va très bien, puis j'ai pas eu de problématique là-dessus du tout. Ce qui fait que... La corde non plus? Non plus. OK. C'est bon, on continue de même. Et voilà, ma chère. C'est quoi que tu parles, là, les sacs de soya puis de la corde? C'est que, en fait, Suzanne utilise pour son bac brun un sac de... C'est des sacs de semences de soya, mais c'est des sacs de papier, en fait. Ce qui fait que c'est permis dans le bac brun, parce que ce qu'on demande au bac brun, c'est d'utiliser, si le citoyen désire utiliser un sac, c'est d'utiliser un sac de papier et non un sac de plastique, même s'il est identifié comme étant compostable. Suzanne me demandait si ces sacs de semences pouvaient être utilisés pour le compost. Okay. Et pour mettre dans le bac brun, en fait. Et jusqu'à maintenant, ça va très bien. Puis, comme la corde qui ferme ces petits sacs-là, c'est une corde de coton, c'est naturel, en fait, ça se décompose très bien aussi. Ce qui fait que je n'ai pas de problématique de contamination. Okay. J'ai pas de corde qui reste dans le compost, mettons. Ça me permet de... Le bac comme tel, ça me permet qu'il reste plus propre plus longtemps. Et il n'y a presque pas d'eau dans le fond, rien. Je mets beaucoup de papier, d'essuie-tout, puis de papier de toilette dans le fond. Fait que ça n'a pas gelé l'hiver passé. Je le lave peut-être une fois par mois. Ça va bien. Moi, j'achetais des sacs bruns, là, pas de plastique à l'intérieur. Oui. Il y a des petits sacs là, à la maison. Mais à un moment donné, j'en ai manqué. Fait que j'ai utilisé les sacs d'épicerie parce qu'ils sont venus livrer ça dans des beaux sacs bruns. Fait que j'utilisais ça. Ça, c'est bon aussi. Oui, c'est A1 sac de papier. Puis les sacs de papier vont se décomposer très rapidement. Je vous dirais, même chez moi, dans mon compostage domestique, des fois, ça m'arrive de mettre des sacs de papier. Mettons que je prends mon bac de cuisine, j'ai mis un sac dans le fond, je mets mes restants de table là-dedans. Mettons, je fais bien de la nourriture, là, que bien des cœurs de pommes parce que je fais de la compote, quoi que ce soit. Tous mes restants, je mets ça dans un sac, puis je vais mettre ça dans mon compostage domestique. Puis ça se décompose très rapidement. Très, très, très rapidement. Des sacs bruns. Oui, des sacs bruns, sacs d'épicerie, pas en plastique, évidemment. Ah, ben c'est ça, les sacs d'épicerie bruns. Oui, exactement. Ah, exactement. Moi, c'est surtout le feuillis cyclage puis l'herbicyclage qui m'intéresse parce qu'on a un grand terrain et mon chum a tendance à mettre tout ça dans le bac à déchets. Là, il a commencé à mettre ça à l'arrière du garage, là, les feuilles et tout ça. Mais il faut qu'il attende que ça soit vraiment sec. C'est l'idéal. C'est... J'ai une toute petite table, hein? Je ne suis pas dans mon bureau habituel, là. J'ai peur de tout casser. Côté compostage de feuilles mortes, puis de rognons au gazon, l'idéal, là, pour que ça se décompose plus vite, c'est le même principe dont je vous parlais avec les petits morceaux, en fait. Si ces matières-là sont déchiquetées par la tondeuse, puis c'est avec la tondeuse que vous ramassez ça dans un sac, là, de mettre ça en tas, ça va se décomposer beaucoup plus rapidement. Ça, c'est sûr et certain. Pour pouvoir utiliser cette matière-là compostée, moi, je vous dirais l'année d'ensuite, vous allez pouvoir l'utiliser. Parce que
La première année, là, cet été, mettons, vous commencez, vous ramassez tout ce qui est feuilles, tout ce qui est gazon pendant la saison estivale. Après ça, feuilles à l'automne, vous mettez ça en tas. Ça va prendre quand même un certain temps. Puis, probablement qu'au printemps prochain, la couche sur le dessus ne sera pas encore compostée, mais la couche qui est plus en profondeur, elle va être décomposée. Ça va s'être composté. Ce qui fait que vous allez pouvoir utiliser cette matière-là l'année prochaine. Calculez tout le temps de passer un hiver avant d'utiliser ce compost-là, ce compost de gazon et de feuilles-là. De cette façon-là, vous allez être sûr que ces matières-là vont être compostées plus adéquatement. Il va quand même vous en rester un petit peu qui ne sera pas décomposté, qui ne sera pas décomposé, qui ne sera pas composté. Par contre, ce n'est pas dramatique, ça va être intégré à la terre, ça va finir de se décomposer directement au jardin ou dans les plates-bandes. Ce n'est pas quelque chose qui est dramatique, même s'il reste quand même des feuilles ou des tiges de feuilles plus raides un peu. Ça va finir de se décomposer dans le sol, directement au jardin. Une petite question, Karine. Oui. Mettons, là, je ramasse mes feuilles pour mettre ma matière brune, mettons. Puis là, je ramasse un peu mes feuilles qui n'ont pas séché complètement sur le terrain, mettons, puis je les mets dans une poubelle ou quelque chose. Est-ce qu'il va se garder une humidité ou ils vont sécher pareil? Ou... C'est sûr que l'idéal, c'est d'attendre qu'ils soient sèches avant de les ramasser. Mais s'il y a encore une grande humidité dans les feuilles, s'ils sont pas encore brunes, toutes friables, l'idéal, c'est de les mettre dans un endroit où il y a de l'aération. Okay. Dans une poubelle, c'est parfait tant que la poubelle n'est pas fermée hermétiquement. Maintenant, je te conseillerais pas de les mettre dans un sac de plastique. Okay. Parce qu'ils ne continueront pas de sécher dans le sac de plastique. L'humidité va rester là, puis là, ils vont avoir tendance à moisir un peu plus. Okay. C'est là qu'on a des moisissures qui peuvent se développer. Okay. Tandis que si tu les mets dans une poubelle qui n'est pas fermée hermétiquement, comme chez moi, c'est ça que je fais. J'ai une poubelle, une espèce de poubelle LED, grise, avec un poubelle par-dessus, mais c'est pas hermétique. Ce qui fait que les feuilles peuvent quand même sécher dans ce contenant-là. Okay. Tant qu'ils ne sont pas dans un sac de plastique fermé hermétiquement, c'est quelque chose ça va continuer à sécher et il n'y aura pas trop de problématiques. OK. Karine? Oui. Oui, Suzanne. OK. Si je reviens aux feuilles, comme Francine te parlait tantôt, c'est vrai, moi, ils tombent à l'automne ici en arrière, ils tombent sur mon jardin parce que mon jardin est au côté. Et au printemps, ils sont prêts, on passe au rotoculteur, tout est sec. Et voilà. Entièrement raison. Puis, au-delà de ça, tu me fais penser feuilles au jardin. Là, j'y pense pas parce que c'est l'été qui s'en vient. Là, je pense pas à l'hiver, là, mais je pense plus à l'automne. Le fait de mettre des feuilles sur le jardin pour permettre au jardin de passer la période hivernale, c'est quelque chose qui va le protéger aussi. Ça va protéger les vivaces qui sont au jardin. Mais au-delà de ça, le fait d'avoir une couverture de feuilles par-dessus le sol du jardin, ça va éviter que le sol se compacte déjà. Le sol va être plus facile à travailler au printemps. Et au-delà de ça, ça va le protéger aussi de tout ce qui est froid trop intense. Les années où on n'a pas beaucoup de neige, le sol peut geler plus en profondeur, ce qui fait que c'est pas nécessairement bon pour tous les micro-organismes qui vivent dans le sol. Le fait d'avoir une couverture de feuilles par-dessus, ça va le protéger énormément. Ça va le protéger énormément et vous allez avoir une meilleure vie dans votre sol pour repartir au printemps. Tout ce qui est... Côté protection hivernale, les feuilles, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Là, on dirait que je ne veux pas penser à l'hiver tout de suite, vu qu'il commence à faire beau. Mais il y a énormément d'avantages. Puis autant au jardin que sur la pelouse aussi. Sur la pelouse, juste le fait de laisser les feuilles tomber, juste passer la tondeuse dedans, puis les laisser se décomposer là. En fait, par définition, le feuillisclage, c'est ça. C'est le fait de laisser les feuilles là où elles tombent. Passer la tondeuse dedans pour que ça se décompose plus rapidement. Le fait d'avoir une couche de feuilles par-dessus le gazon, ça va protéger votre gazon aussi. Ça va protéger le gazon, ça va protéger le sol de la compaction par la neige. Ça n'a que des avantages. Okay. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations
commentaires, insultes? Non, j'espère que non. Non, juste des commentaires, des bons commentaires. Excusez-moi. Christian, Ben, pour se fabriquer, au lieu de prendre une poubelle, ça peut être aussi avec des palettes de bois, donc récupérées dans les quincailleries. Donc, se prendre 4 palettes de bois, s'installer ça à un endroit qui est protégé de la pluie, puis avec un peu de géotextile, il y a moyen de faire un contenant qui peut être intéressant pour... ben voilà. Et voilà, je voulais vous dire. J'ai pas assez vite au début, là, j'étais trop excitée, là. Ça, ici, on voit justement, on voit des palettes de bois qui ont été utilisées pour faire... Là, ici, on voit que c'est plus... J'ai l'impression que c'est plus des pommes ou quelque chose comme ça, là. J'ai l'impression que c'est vraiment l'espace de compost qui est là. Puis ici, on a... moi, j'ai l'impression que c'est un compost qui a composté et où il y a des courges qui ont poussé. Mais bon, c'est ça. Moi, j'aime bien le voir de cette façon-là. J'aime bien le voir de cette façon-là. Ma petite sœur avait un composteur qui était exactement comme ça. Elle avait son compost actif qui était dans une section, puis elle avait une autre section en bois où elle faisait vieillir son compost ici et où elle laissait pousser ses courges librement là-dedans. Donc, on peut utiliser palette de bois, on peut utiliser... Puis au-delà de ça, ce qu'on peut faire aussi, là, comme je vous le montrais tantôt avec mon top gazon, là, il y a moyen aussi de juste faire un tas de compost et laisser ça là. On met les restants de table. C'est sûr que c'est plus accessible pour les animaux. Mettons qu'on échapperait un restant de viande ou quelque chose qui va dégager plus d'odeur. C'est plus accessible pour les animaux, on s'entend, parce qu'il n'y a pas de barrière physique qui va limiter l'accès au composteur ou au compost tout court. Mais c'est pas quelque chose qui est dramatique non plus, là. On peut faire juste un tas, puis alterner matière verte, matière brune. Puis, ça fonctionne quand même très bien, là. Ça fonctionne très bien. Donc, oui. C'est intéressant. Et merci. Bien, merci, Karine. Félicitations, belle présentation, c'est très intéressant. S'il y avait des gens qui nous attrapent en rattrapage et qui voient et qui ont des questions, ils peuvent t'appeler à la MRC? Ben oui, certainement, il n'y a aucun problème. On a ligne téléphonique, le numéro de la MRC, c'est le 450-836-7007. Et le numéro de poste pour les questionnements, que ce soit sur tout ce qui est gestion des matières résiduelles, compostage domestique et tout. Le numéro de poste, c'est le 2547. Excellent. Merci, Karine. Bien, ça me fait un immense plaisir. Merci beaucoup. Bravo, Karine. Plaisir. Au revoir, la diffusion. Au revoir.